CV. Un voyage dans la vie d'une personne à travers son CV. Le CV, c'est une conversation découverte à travers un CV. Tous les mois, une nouvelle conversation. Un programme conçu et présenté par Macrandi Citeta. Macrandi Citeta. Macrandi Citeta. Salut, donc merci de m'avoir donné aussi ton CV qui m'offre la surprise déjà d'être hyper synthétique. Ouais, en fait je me souviens quand j'étais jeune, donc ce qui remonte à longtemps, hein, on peut le dire, j'ai 40 ans. Ouais mais on reste jeune quand même. Oui c'est vrai. Les premières fois que j'ai fait mon CV, les profs nous disaient votre CV doit tenir sur une page parce que de toute façon vous sortez des études, vous n'avez rien à dire. Et en fait j'ai voulu toujours rester sur une page parce que dans ma vie professionnelle, quand j'ai fait des recrutements, ça me saoulait de lire des CV qui faisaient 3 pages parce qu'il faut aller à l'essentiel quoi. Donc au fur et à mesure des années, j'ai écrit dans une police plus petite tu rédigeais. Et j'ai enlevé des informations, donc le bac, tout ça. Qui paraissait pas essentiel. J'ai sorti vraiment tous les petits trucs en plus qui valent le coup. Je pense qu'on débute sa carrière professionnelle aujourd'hui. Je me dis que je peux aller tout de suite sur les points essentiels. Et puis vu que maintenant je suis entrepreneuse, aujourd'hui je n'ai plus forcément besoin d'avoir ce CV. L'introduction, une présentation de ta personne, est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce qu'elle colle à ce que tu penses être ou à ce que tu es? Elle m'a paru un peu trop dithyrambique, n'est-ce pas? J'essaye d'être à la hauteur de ton vocabulaire parce que j'ai déjà écouté l'épisode qui a été publié et je trouve que oui, et puis même en général Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Je vais essayer d'en placer quelques-uns comme ça. C'était bien déjà, dithyrambique c'était bien. Ouais. T'en as combien à placer comme ça sinon là faut que j'improvise, donc on va voir ce que ça va donner. Non, je trouvais que c'était trop gentil. On va le découvrir, mais je pense que c'était bien trop élogieux. Tu t'appelles Rebecca Armstrong, un nom plutôt pas très courant. Est-ce que tu peux nous en expliquer l'origine? Eh ben ouais, donc mon père est ghanéen, donc le Ghana, voilà, un pays d'Afrique. Et donc figure-toi que j'ai découvert qu'en septembre dernier l'origine de ce nom. C'est ça qui est assez dingue. Oui. Parce que je suis allée au Ghana en septembre et j'ai rencontré de la famille, notamment un oncle, et à qui j'ai demandé tiens par hasard tu sais d'où nous vient ce nom Armstrong et donc ce qui est assez drôle, c'est que moi je pensais, parce que Armstrong, si on traduit, ça veut dire bras fort. Bras fort, exactement. Donc dans mon imaginaire d'enfant, je m'étais créé un truc, on vient d'une famille d'esclaves, et parce qu'on était une famille, on était fort, ils nous ont appelé Armstrong, et le nom restait. C'était justifié. Ouais, sauf que finalement, notre aïeule ghanéenne, donc l'origine ghanéenne c'est par une femme, elle travaillait en fait... Enfin bref, non, je vais essayer d'être plus clair. Le gouverneur britannique du Ghana, qui était une colonie anglaise à l'époque, avait un couturier qui était écossais. Et donc ce monsieur a eu une aventure avec notre aïeule ghanéenne. Ce monsieur s'appelait Armstrong. Et c'est vrai qu'apparemment le nom Armstrong est très courant en Écosse. Et il a reconnu l'enfant qui est né. Donc la lignée Armstrong est née comme ça. Donc ce qui veut dire que adieu les histoires un peu d'esclavage pour revenir retrouver en soi toute une histoire de la colonisation, etc. En fait la colonisation, on est né de cette union entre un colon et puis une femme ghanéenne. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'il a reconnu l'enfant et que ce nom nous vient de là. Et tu es fier de le porter? Ah oui, absolument. J'aime beaucoup ce nom. Tu l'as dit, c'est un nom qui est peu commun. C'est un nom très commun au Royaume-Uni ou aux États-Unis. C'est un peu comme s'appelait Martin en France. C'est ça. Mais ici, c'est vrai que les gens se souviennent de mon nom, quoi. Donc tout à l'heure, tu parlais d'une marque. Je ne sais pas si je suis ma propre marque, mais en tout cas, mon nom est un marqueur. Les gens se souviennent toujours de ce nom. Tu nous as fixé rendez-vous à Mont-Saint-Aignan. Ouais. On est pile poil entre l'arrêt de bus campus. C'est pour ça qu'on entend un peu de vent, un peu de bruit. Autant dire qu'il fait bon d'ailleurs. On a de la chance. On a un beau rayon de soleil. On tend sur. D'ailleurs, on a de la chance d'être un jour où il fait plutôt beau. Ouais, il fait 26-27 degrés là. On est sur du 28 à peu près et on est en face de la bibliothèque universitaire de la fac des lettres. Ouais. Mais
une surprise t'attendait quand t'es arrivé. Oui, la fac de lettres a disparu. Donc le bâtiment B, le bâtiment A, il me semble, Ouais, de la c'est faculté ça. des lettres, a disparu. Donc tu nous as fixé rendez-vous ici. Pour quelle raison? Pourquoi le choix de ce En lieu? fait, tu m'avais demandé un lieu qui fasse sens, en lien avec mon CV. Et donc moi j'ai fait mes études de droit, donc pour ceux qui nous écoutent c'est pas très visuel, mais c'est par là. C'est par là, d'accord, on a tous vu. Hein. Les amphis sont par là, et donc D'accord. j'ai passé 4 ans ici, puisque après le bac je suis rentré en fac de droit, et je suis allé jusqu'à la maîtrise. Tu brûles les étapes là, on va Oui, y pardon, arriver. mais c'est pour ça qu'on est là. Voilà. J'ai passé 4 ans ici. Très bien, alors on est là, mais justement tu parles de ceux qui nous écoutent, mais en même temps ceux qui nous écoutent, qui sont d'une génération relativement récente on va dire, enfin j'aurais pas dit ça, mais en tout cas récente, n'ont pas souvenir, n'ont pas souvenance d'avoir la fac de droit à Et Mont-Saint-Aignan. oui, parce que maintenant elle est dans Rouen, C'est ça. et je fais partie de la génération où les profs nous disaient justement vous êtes la génération qui va poursuivre ses études de droit en plein centre-ville de Rouen. Bah non, j'ai passé ma maîtrise ici. À Mont-Saint-Aignan. À Mont-Saint-Aignan. Donc, ma boîte, elle fait, on va dire, 3 choses. La principale, c'est pour des clients privés ou publics, même associatifs, d'animer des débats, des tables rondes lors de colloques, des choses comme ça, avec toujours en ligne éditoriale les questions de transition de modèle de société, qu'on parle de numérique, de santé, d'école, d'économie, d'aménagement du territoire, d'écologie, de climat, toujours comment on se pose ces questions de transition. Là, ça m'intéresse, donc je fais ça. La deuxième activité, c'est de concevoir pour mes clients des processus de concertation. Donc une collectivité, une association d'entreprise qui a besoin de travailler avec ses parties prenantes pour faire évoluer la stratégie ou pour mettre en place un nouveau projet, donc de concevoir comment faire vivre ça de façon joyeuse, intelligente et participative. Et le troisième volet, donc c'est de l'animation média, ou comme par exemple sur la chaîne Normande, qui est mon client pour lequel j'anime chaque mois une émission. Voilà. Puis mon quotidien, c'est un quotidien où j'ai beaucoup plus de temps. Notamment pour ma famille et mes enfants. Depuis que j'ai créé ma boîte, avant que je crée ma boîte, tous les matins c'était les enfants, lavez-vous les dents, prenez votre tisane, habillez-vous, je vais être en retard, et de les speeder, de les déposer en vitesse au périscolaire à 8h du mat. Et ben maintenant quasiment tout le temps, sauf quand je suis en déplacement. Voilà, et ben on y va tranquillou à pied à 8h30, on discute, on rigole, on prend notre petit déj ensemble. Donc déjà ça n'a pas de prix. C'est plus fun. Et puis je suis aussi beaucoup plus à la maison, quoi. Je travaille de chez moi, sauf quand je suis en prestation chez un client. Donc il me voit plus. J'ai aussi plus de temps pour ne rien faire, pour rêvasser, pour avoir des idées, pour faire mon podcast. Tout pour simplement, faire de la lecture. Voilà, pour lire. Si j'avais pas créé ma boîte, j'aurais pas pu faire le podcast parce que c'est hyper chronophage. J'en parle pas. Voilà. Donc non, c'est top. Mon seul objectif financier, c'était de garder le même niveau de vie qu'avant, de quand j'étais salarié, pour pas que mon mari et mes enfants aient à subir mon choix professionnel. Donc cet objectif-là est rempli et ça me suffit. Très bien. Est-ce que tu penses que tu as réussi aujourd'hui? Est-ce que tu penses avoir réalisé tes rêves? Est-ce que tu penses avoir atteint tes objectifs professionnels ou globaux, des objectifs personnels? Alors, je dirais pas que j'ai atteint mes objectifs, parce que à chaque fois que tu fais une nouvelle chose, tu avances. Et donc forcément, si j'avais atteint mes objectifs, au bout d'un moment tu stagnes. C'est ça. Et tu t'endors, quoi. Et il se passe plus grand-chose. Donc par contre, je suis contente de mon parcours. Mon parcours, je le regarde, je suis plutôt fière, contente, je le trouve plutôt cohérent, donc ça me... Voilà, j'ai pas à rougir ni aucun problème. Ce serait difficile quand même. Ça. Et puis des objectifs, non, j'ai envie forcément de faire de nouvelles choses, de continuer à faire ce que j'aime. Voilà, donc je suis plutôt satisfaite. Je suis assez partisane de l'autosatisfaction, c'est-à-dire, tu vois, quand je vais courir 2 km. Non, je cours jamais que 2 km. Mais je vais courir, 7 km. Je me dis, c'était bien, je suis fière de moi. Ça, tu le dis parce que je reconnais la voix, parce que je la vois souvent sur ton compte Instagram. Voilà, où tu fais souvent des stories. C'est ça. Et voilà, que je cours 7 km, 20 ou 2, je vais toujours trouver un motif de satisfaction, mais je pense que c'est ma nature, quoi. Je me nourris de ces petites satisfactions quotidiennes, et puis je suis beaucoup plus souvent... Mon mari, en fait, me dit que je suis contente d'être heureuse ou heureuse d'être contente.
Ça me résume très bien. Ça te résume, et moi j'aurais dit de la satisfaction de la réalisation d'un objectif finalement né d'autres objectifs. Ouais, c'est ça. Et c'est tout ce qui pourrait caractériser une personne boulimique. Ouais, c'est ça. J'étais assez d'accord dans son introduction avec ça, boulimique. C'est vrai, et c'est quelque chose d'ailleurs que j'essaye pour le coup d'améliorer, de pas m'éparpiller, tu vois. Là, je peux avoir plein d'idées tout le temps, donc j'ai mon podcast, mon boulot, quelques autres idées, certaines que je mets de côté, d'autres que je vais affiner, travailler, mais voilà, je pourrais papillonner dans tous les sens, quoi. Mais en même temps, je prends quand même les choses une par une, quoi, quand elles arrivent. Donc je me mets pas aussi des objectifs inatteignables. Je pense que, tu vois, je suis enthousiaste, un peu bisounours, mais je suis quand même réaliste et pragmatique, quoi. Tu vois, quand je te disais, en faisant de la télé sur la chaîne Normande, je me disais, ça se trouve, je vais avoir une opportunité pour continuer à parler encore plus de sujets qui m'intéressent, mais avec une plus grande audience, pour éveiller plus de personnes à l'innovation territoriale, tous ces sujets-là. Ça s'est pas fait, donc je me dis, c'est dommage. Oui, et puis pourquoi pas. Ça s'est pas encore fait. Mais c'est pas un échec parce que je me suis juste dit ça, je me suis jamais donné les moyens d'aller frapper à des portes de chaîne pour dire voilà, je peux faire ça, etc. et tout, quoi. Donc les choses que je n'ai pas faites et que j'aurais pu aimer faire, pour l'instant je suis pas allée les chercher. Et ce que je suis allée chercher, à mon échelle, je l'ai fait. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, pas d'échec. Je suis contente. Ouais. Comment tu te vois dans 10 ans? Comment tu t'imagines? Comment tu te projettes? Ah ouais, alors ça c'est dur. 10 ans, 50 ans. Ça, je suis pas douée du tout pour me projeter moi. J'aurais pas dit 2050, hein, mais ouais. soyons déjà sur 2028. Ouais, dans 10 ans. C'est très bien. Dans 10 ans, ma fille, elle aura 21 ans. Waouh! Ah bah dis donc. Ça met un coup. Ah si, voilà, une chose dont je suis sûre en me projetant à 10 ans, j'espère que j'aurai la capacité avec mon mari d'offrir à nos enfants les études qu'ils veulent faire. Ça pour moi ça serait une satisfaction de dingue qu'ils me disent je veux faire une école de pâtisserie, d'ingénieur en astronomie, de ferronnerie ou peu importe. Ou de journalisme. De journalisme, mais qu'ils puissent faire le truc qu'ils souhaitent, quoi. Ça me ferait hyper plaisir. Donc ça pour le coup ça me permet de me projeter à 10 ans et c'est un véritable objectif, quoi. Donc tu te projettes plutôt dans la réussite de tes enfants? Ouais, quelle que soit leur voie, mais qu'on puisse leur donner les conditions de faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Ouais. Je veux bien que tu nous fasses le jingle, le générique de ton podcast, hashtag 2050 le podcast. Ah ouais, alors j'ai essayé parce qu'en fait je l'ai enregistré une fois et je le remets tout le temps et je l'écoute pas tant que ça. Alors déjà, je peux dire que le générique c'est sur une musique de Kate Tempest, qui est une super nana, une anglaise. Qui fait de la super musique, il faut aller découvrir ce qu'elle fait. L'extrait du morceau c'est Perfect Coffee. Et sur cette musique là, on entend hashtag 2050 le podcast. C'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealeuse. Ma cam, imaginez le monde de demain. Bravo.